vais pas vous présenter. Je vais pas vous présenter. Bonjour à tous. Je vais pas vous présenter le professeur Roger Salamon. Enfin, ceux qui ne le connaîtraient pas sortent. Et là, j'ai plutôt l'impression que l'amphi va être plein pour l'écouter, nous parler d'un sujet extrêmement important. Non, c'est la journée des droits des femmes, effectivement, oui, d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Je vous remercie de m'avoir invité ce jour-là. Ouais. Je ne suis que le 6e homme à être venu au séminaire de 2019, en 2019. Sur 6 invités, il y a 6 hommes. C'est bien. Il Carole. faudrait donc, que la responsable des séminaires en prenne acte. Et donc, aujourd'hui, et c'est très important évidemment de parler de prévention, surtout dans un système de santé français en particulier qui s'intéresse majoritairement aux soins ou qui est organisé pour financer majoritairement les soins, mais évidemment c'est en train de changer, il y a un certain nombre d'obstacles. Et donc, je crois qu'il a une expérience à la fois comme professeur de santé publique, mais aussi comme ancien président du Haut Conseil de santé publique. N'en dites pas trop, ils vont être déçus. Et sur sa capacité de réflexion à essayer de se projeter, d'abord comprendre pourquoi la prévention ne marche pas aujourd'hui, si j'ai bien compris, et comment ça pourrait peut-être un peu mieux marcher. Voilà, bon séminaire. Merci beaucoup. Bien. Non, il ne fallait pas qu'elle en dise trop parce que, heureusement qu'il n'y a pas François Allan ni Linda Camon. Je voulais plaider d'abord pour obtenir votre indulgence à l'avance parce que je vais vous raconter des trucs qui sont des opinions. Je ne suis pas un grand spécialiste de la prévention. Je vais dire des trucs. Et alors, ce truc, pour les plus jeunes, lorsqu'on fait une conférence, on commence par plaider l'indulgence. C'est ce que je viens de faire. Il y a une deuxième chose qu'on fait aussi, surtout aux États-Unis, c'est qu'on raconte une blague tout de suite pour se montrer intelligent. J'en ai cherché une hier soir, je n'ai pas trouvé. Sur la prévention, j'ai cherché. Et alors, un de mes petits-fils qui a 10 ans a vu que j'étais triste. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'arrive pas à trouver une blague pour raconter à mes copains demain. Il m'a dit, mais je vais t'en raconter une, dis-leur. Et je lui ai promis, donc je vais vous la raconter, mais elle est complètement... C'est 3 fous qui veulent quitter l'asile. Et le médecin doit les interviewer pour savoir s'il leur donne la liberté de sortie. Le premier, qui est le moins atteint, il lui dit, 3 fois 6, ça fait combien? 60. Non, tu sors pas. Le deuxième, un peu plus atteint, 3 fois 6, septembre. Tu sors pas. Le troisième, le plus malade de tous, 3 fois 6, 18. Et comment tu as fait? J'ai multiplié 60 par septembre. Bon, allez, on commence. Là, je lui ai promis de la raconter, je la raconte. Les obstacles à la prévention. Il y a des indicateurs inquiétants en France. On nous dit que la santé, tout va très bien. On est classé par l'OMS premier il y a un paquet d'années, on croit qu'on est toujours premier. Mais il y a des indicateurs qui sont très inquiétants, que vous connaissez tous, c'est la mortalité prématurée, la mortalité évitable et le niveau des inégalités qui est très élevé par rapport au reste de l'Europe. Bon, je ne vais pas vous définir ce que c'est comme item, mais sachez que, évidemment, tous ces items sont assez évidemment liés à tout ce qui peut être de la prévention. Donc ça pose bien le problème d'un manque de prévention quelque part, comme en témoigne le niveau de ces indicateurs qui sont assez inquiétants. D'où le rôle important de la prévention. Alors, premier obstacle. Bon, d'abord, un peu d'histoire. Vous arrivez à lire cette diapo, Rachid? Si Rachid arrive à lire, on est sauvé. C'est Rachid. Alors, voilà le déclin de la mortalité par tuberculose pulmonaire en Angleterre et au Pays de Galles. C'est une étude qui a été faite par Thomas McKeown, que je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs, et qui montre, vous le voyez bien, que lorsque le vaccin BCG a été mis en place dans les années 47-50, il y avait déjà eu avant une énorme décroissance de la tuberculose, et évidemment, ça a fait dire à l'auteur, à juste titre, que l'élément essentiel pour la décroissance de la tuberculose, ce n'était pas le vaccin, c'était la prévention, la promotion de la santé, des habitudes de vie, une meilleure hygiène, et donc ça a commencé, même si déjà avant on se posait la question, à opposer, à commencer à opposer le préventif au curatif. Et vous allez comprendre, vous l'avez peut-être déjà compris, que ça va être le premier obstacle.
Quelques années plus tard, Cochrane, que vous connaissez tous très bien, a fait un énorme travail dénonçant, dans la plupart des médicaments mis sur le marché, l'absence de vraie analyse d'études cliniques sérieuses. Et il a été un peu le père de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Et il est allé lui aussi un peu dans le même sens en disant tout ce qui est curatif, il y a la plupart des choses qui sont très discutables, il n'y a pas beaucoup de données probantes, tout est fait pour faire le succès de l'industrie du médicament. Et donc, a commencé très officiellement à ce moment-là à se mettre en place une opposition assez nette entre traitement curatif et préventif, ce d'autant que dans nos pays, les maladies infectieuses ont un poids réduit, et les maladies dites chroniques, dégénératives ou cancers ont un poids de plus en plus élevé, et que les traitements sont de moins en moins efficaces pour ce genre de pathologie. Enfin, quand je dis de moins en moins, c'est des conneries. Ils sont de plus en plus efficaces, mais très insuffisamment efficaces pour éradiquer ces maladies. Et donc on sent bien, là encore, que la prévention est importante. Le débat est donc relancé aux USA. Hein, le débat, vous avez compris, entre prévention ou curatif. Un débat qui, à mon avis, est complètement ridicule. C'est pour moi le premier obstacle, mais qui a été lancé, qui est encore aujourd'hui d'actualité. Je vois arriver Linda. J'avais dit, Linda, avant que vous arriviez, que si les gens veulent savoir vraiment des choses sur la prévention, il vaut mieux qu'ils s'adressent à vous qu'à moi. Et j'espérais que vous ne seriez pas là, mais tant pis, maintenant que vous allez écouter des banalités. Donc le débat est relancé. Aux États-Unis, il y a un mec qui s'appelle Bunker, qui a fait un travail et qui dit que sur 7 ans d'expérience de vie gagnée, c'est pas gagé, gagné, hein, plus de 4 sont dus au traitement curatif et moins de 2 à la prévention. Dans les années, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc lui, c'était un fervent défenseur des traitements curatifs par rapport à la prévention. Alors que Journeys a dit seuls 10% des décès prématurés, à moins de 65 ans, sont dus à l'absence de soins adéquats. Le reste, c'est-à-dire quand même près de 90%, est soit lié à une prédisposition génétique, soit surtout à des comportements à risque. Et ils n'ont pas dit ça comme des opinions, mais c'était appuyé sur des données sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé. Et pour moi, c'est un faux débat. D'abord, c'est un débat qui est purement comptable, c'est-à-dire qu'on oppose encore aujourd'hui prévention et soins pour des raisons purement comptables, en disant il y a une somme qu'il faut partager, hein, et donc à qui on donne et à qui on ne donne pas, ce qui est, à mon avis, un peu stupide. Et pour moi, c'est le premier et le plus important obstacle au développement de la prévention, parce que c'est une erreur qui est double. De fond, parce que je fais partie de ceux qui pensent que prévention et soins sont liés, et qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux, il y a un continuum. D'ailleurs, il y a de la prévention primaire avant le soin, et il y a de la prévention tertiaire après le soin, et c'est un continuum, il ne faut pas les opposer, à part les comptables. Et en plus, c'est une erreur stratégique, parce qu'à partir du moment où on les oppose, il y en a un qui en prend plein la gueule, c'est la prévention. Vous imaginez bien que les lobbies médicamenteux, les laboratoires, le fait que les gens veulent d'abord être soignés et guéris, la puissance de l'industrie, la puissance des médecins font que la prévention ne pèse rien dès lors que sur un plan stratégique, on fait la bêtise de les opposer. Alors, on est un peu forcé, un peu obligé, parce que le budget de la santé est un peu restreint, hein, mais enfin, il faut se battre sans arrêt pour expliquer que ce n'est pas une opposition entre les deux, que c'est un continuum. Le premier obstacle, à mon sens, c'est justement de les avoir opposés. Ils sont complémentaires, mais pourtant, ils sont complémentaires, mais il y a un changement de valeur. Hein, pour faire simple, le soin est égalitaire, la prévention est inégalitaire. Elle est éventuellement équitable, mais elle est inégalitaire. On s'adresse à des gens particuliers, on veut les protéger contre le sida, on veut les empêcher de fumer, et ce n'est pas du tout la même valeur qui est la valeur universelle, en France en tout cas, c'est que le soin est égalitaire. La démarche de prévention ne l'est absolument pas. Eh bien voilà, elle est équitable. J'ai bien fait d'écrire ça. Il y a d'autres obstacles que l'obstacle purement financier. Le premier obstacle, c'est que prévenir, qui décide. Prévenir, d'accord, c'est facile à dire, mais comment faire? Est-ce que la prévention peut être nuisible? Comment tenir compte de la perception du risque? Et quel est son coût et son efficience? Voilà ce que je voudrais essayer de toucher pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Que prévenir et qui décide? Vous imaginez bien que pour avoir une action de prévention à une certaine échelle, il faut que le problème auquel
on s'oppose, soit un problème de santé publique. Alors, je ne vais pas vous définir ce qu'est un problème de santé publique. C'est d'autant qu'il n'y a pas de définition et que n'importe qui dit que n'importe quoi est un problème de santé publique. C'est-à-dire, je travaille sur ça, il y a eu 38 cas dans les Vosges, donc c'est un problème de santé publique. Moi, dans le mot problème de santé publique, ce que je retiens, c'est public. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'un problème public? C'est pas que c'est qu'un problème de santé publique, c'est le mot public. Et si c'est public, c'est qu'il y a quelque part une demande sociale, plus ou moins animée par des médias, par des lobbies, mais il y a une demande sociale. Et ce que je crains un peu, c'est que pour régler un problème public, on s'éloigne assez rapidement de ce qu'on appellerait, nous, la rationalité scientifique. On tombe dans une irrationalité quasi médiatique et que la rationalité scientifique est souvent absente. Et on voit évidemment des espèces d'affolement général devant l'Ebola, devant la viande bovine des États-Unis, d'Angleterre, devant les risques nucléaires, en fait des trucs complètement irrationnels, pendant qu'on accepte de manière tout à fait normale que les gens fument et se tuent sur des routes mal agencées. Donc il y a une certaine irrationalité qui fait que je me méfie un peu de ce côté problème de santé publique dans le sens public. Et je m'en méfie d'autant plus que je reviendrai après sur un des problèmes majeurs, c'est qu'un problème dit de santé publique, on doit le considérer pour agir de manière préventive si on peut, que s'il est plus ou moins une priorité. Et qu'est-ce que c'est qu'une priorité en santé? J'en sais rien. Si, je sais que c'est pas facile à définir. Mais voilà, c'est bien. C'est le problème de santé publique, c'est le mot public qui m'intéresse. En fait, je découvre un peu ces diapos, je ne sais pas si vous avez compris, parce que je perds la mémoire à une vitesse énorme, il n'y a pas de prévention de l'Alzheimer, et j'ai fait ces diapos il y a quelque temps, je ne sais même plus quand d'ailleurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est bien écrit, parce que c'est Michel Sedbon, qui est un sociologue, qui a écrit ça, et qui résume ce que j'ai essayé de vous dire en parlant d'irrationalité politique par rapport à la rationalité scientifique, c'est que la légitimité démocratique, c'est que le problème est devenu une demande sociale quoi, est souvent en opposition avec la rationalité scientifique. Alors ça, c'était l'obstacle, c'est-à-dire, j'y reviens, hein, que prévenir et qui décide. Vous avez compris, j'y reviendrai quand je parlerai des priorités de santé publique. Comment faire? Alors là, il y a qu'à, il faut que, on l'entend sans arrêt. D'accord? Or, c'est assez compliqué de mettre en place une action de prévention. Les vaccinations, je ne vais pas y revenir, il y a un sujet entier à faire sur un séminaire ou quoi, posent un problème énorme. Hein? Vous voyez que ce n'est pas si facile de dire vaccinez-vous, vaccinez-vous. On en est arrivé à faire de l'obligation vaccinale. J'en suis ravi d'ailleurs, mais enfin c'est discutable malgré tout parce que c'est plus ou moins liberticide. L'éducation pour la santé ou la promotion pour la santé, je sais que c'est pas pareil, Linda, où elle est là. Et on ne va pas commencer à nous casser les pieds entre l'un, promotion, prévention, pour moi c'est un tout. Et l'un est dans l'autre. Mais en fait tout le monde sait que l'éducation pour la santé c'est extrêmement compliqué. Ce d'autant que les gens s'excitent pour changer des comportements alors qu'il ferait mieux de s'exciter pour en induire des bons. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil d'empêcher ou de faire en sorte que quelqu'un ne fume pas que d'essayer d'empêcher un fumeur de fumer ou de s'arrêter de fumer. Donc sur l'éducation pour la santé, c'est très complexe. J'y connais rien d'ailleurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne suffit pas de l'annoncer. Hein. Le dépistage. Alors là, je connais un peu plus, bien moins que Rachid d'ailleurs, mais enfin, je vais vous montrer pourquoi c'est pas très simple de lancer une action de dépistage et que le comment faire, c'est une question qu'il faut se poser. En particulier, comment on évalue une action de dépistage, hein? Il y a une obligation d'évaluation, parce qu'un dépistage en général, surtout quand c'est sur des larges populations, c'est lourd, c'est long, c'est coûteux, et il faut l'évaluer sur un plan politique, sur un plan épidémiologique, sur un plan logistique, sur un plan économique et sur un plan éthique. Et il faut faire cette évaluation, évidemment, avant, pendant et après. Alors avant, c'est un problème des politiques, des décideurs. Pendant, c'est un problème des acteurs. Et après, c'est un problème éventuel des épidémiologistes. A priori, avant, il faut se poser la question, est-ce que le dépistage est opportun? Est-ce qu'il est justifié? A-t-on les outils pour le faire? Quelle procédure utiliser?
Qui doit-on dépister, quand, comment? C'est pas simple. Vous le savez bien. On y reviendra, mais enfin, je vous répète que les cours de Rachid là-dessus sont parfaits. Il va vous expliquer à juste titre que la procédure, il faut être sûr d'avoir des examens pas très coûteux, fiables, bonne performance. Pas coûteux. Je pense qu'il y a des diapos derrière, peut-être je ne vais pas le dire maintenant. Ce qu'il y a de bien quand je fais un topo comme ça, c'est que je le découvre en même temps que les gens qui m'écoutent. Pendant, ça veut dire que quand vous avez lancé un dépistage, il faut faire ce que j'appellerais une confrontation à la vraie vie, c'est-à-dire voir comment le dépistage tel que vous l'aviez imaginé et que vous le pensiez efficient est réalisé dans la vraie vie, pour voir en quoi il se démarque de ce qu'on pensait et comment éventuellement rétablir les choses, mesurer les écarts. Et après, longtemps après, c'est les résultats. Et c'est là où l'épidémiologiste peut être intéressé. Revenons sur l'a priori. Donc la maladie, il faut qu'une phase préclinique soit existante, évidemment, et assez longue. Il faut qu'elle soit détectable. Il faut qu'une action soit possible et que l'action soit, si possible, efficace. Parce que précoce, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours le cas, contrairement à ce que les gens croient. Les tests, évidemment, il faut qu'ils soient acceptables par le patient, qui n'est pas d'ailleurs un patient, qui est une personne saine et qui ne demande rien. Acceptable aussi par la société, parce que le test ne doit pas être trop coûteux. Et donc on imagine bien que se posera le problème de sa performance qui est en bas, parce que moins il est coûteux, plus il est accepté, moins il a de chances d'être performant. Il faut qu'il soit fiable, son coût, j'en ai parlé. Pendant, il est absolument fondamental de surveiller méticuleusement un programme de dépistage. Vous arrivez à lire ce qu'il y a dessous? Moi à peine. Le taux de participation, eh ben oui. Le suivi des personnes dépistées, ben oui. Et le suivi des personnes non dépistées, ben oui. Alors le taux de participation, c'est pour voir s'il marche. Le suivi des personnes dépistées, c'est pour voir si on n'arrive pas à des bêtises, comme j'ai vu dans certains endroits, pas nécessairement en France, où on a lancé largam à nu un dépistage du cancer du sein, sans se rendre compte que quand les femmes étaient dépistées avec des petites tumeurs, on n'avait pas derrière l'intervention qui permettait soit de confirmer le diagnostic, soit de faire l'exérèse. Et donc, ce n'était pas la peine de faire le dépistage s'il n'y a rien derrière. Vu que les rendez-vous étaient à 1 an et demi, autant laisser faire les choses. Donc, bien regarder ce qui se passe pour les personnes dépistées et évidemment, bien regarder ce qui se passe pour les personnes non dépistées, surtout si on a fait une erreur par défaut de diagnostic. Et l'évolution après, c'est la morbidité, la mortalité, les effets néfastes, le coût, la satisfaction, comment, quand, etc., etc. Et en plus, il y a un certain nombre d'autres problèmes dans le dépistage. Je ne veux pas insister trop parce que des problèmes éthiques en particulier. Et je pense que, je ne sais pas si Rachid, après avoir fait ta brillante communication en France et à l'étranger, tu as fait aussi un papier qui pourrait être lisible par les étudiants. Mais là-dessus, regardez ce qu'il a fait, c'est très bien. D'ailleurs, ça doit être sur le site de la DEA. Il a fait un très joli papier, très simple, sur les problèmes éthiques posés par le dépistage, qui complète assez bien ce que... Mais les pièges sont nombreux en plus dans le dépistage. Il y a le ça va de soi, c'est normal, si on dépiste, ça sera bien. Pas toujours ça. Il y a les écarts. Il ne faut pas faire les trucs en rouge, parce que moi, je n'arrive même pas à les lire. Alors vous, entre l'estimation... C'est pas moi qui ai fait les diapos, vous avez compris? C'est Oran qui m'a fait tout les diapos. Je ne sais pas, PowerPoint, je ne comprends rien, moi. Mais elle a fait du rouge. Je vais dire ne plus faire du rouge. Écart entre l'estimation et la réalité, et valeurs prédictives. Bon, ouais, les pièges sont nombreux. Alors, je pense que j'ai mis quelques pièges quand même. D'abord, le dépistage augmente l'incidence, ça, tout le monde le sait, mais enfin, les politiques ne le savent pas toujours. Quand vous faites un bon système de dépistage et que vous montrez que l'incidence a augmenté, et même la mortalité, si on fait une mortalité telle qu'elle est affichée, les gens ne comprennent rien. Comment vous avez créé plus de pathologies? Oui, parce qu'on en a plus dépisté. La comparaison avant-après, elle est souvent piégeante. La comparaison des survies piégeante et la modification de l'épidémiologie évidente. Ça veut dire quoi, ça? Voilà, la comparaison avant-après, c'est ça. Alors, en rouge, vous ne le voyez pas, c'est l'évolution depuis le début qui est spontanée. Et la vraie efficacité, elle est en bleu. Et très souvent, on ne regarde que le rouge, et on y regardait, ça a diminué. Et on ne sait pas que c'est sur une courbe qui diminue spontanément. Donc, la vraie efficacité, c'est le delta qu'il y a entre le bleu et le rouge. Mais très souvent, on n'a pas le bleu. La comparaison des survies, c'est encore le plus classique, ça. Vous voyez ici, là, il y a le début, le dépistage. Non, qu'est-ce que c'est B? Dépistage, E, début. Il y a le diagnostic et le décès. Bon.
D'accord, on s'en fout. Prenez un seul dépistage. Bon, imaginons que le mec il meurt à D, d'accord, et qu'on ne fasse pas de dépistage. Donc le diagnostic à C, et il a une durée de survie CD. Ok. Si je le dépiste à B, ou à E d'ailleurs, mais ils ont à B, je ne sais pas pourquoi il y a E au milieu, et qu'il meurt à D, d'accord, je dis que j'ai une survie de B à D, qui est beaucoup plus grande que C à D, donc je suis vachement fort. Mais en fait, le mec, il est mort à la même heure. Hein. Simplement, pendant un moment, il a été triste de se savoir malade, alors que dans le premier cas, il était tranquille. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les faux avantages sur la survie. C'est un deuxième piège aussi. Bon, il n'y a pas que ça comme piège. Je ne sais pas si j'en ai mis un autre. Oui, c'est la modification de l'épidémiologie, on le sait bien. Hein, lorsque vous faites un dépistage assez longtemps, parce qu'on ne le fait pas pour quelques jours, en général, quand on lance un dépistage, c'est cher, eh bien, il y a les meilleurs cas qui vont donner une latence maximale qui vont être dépistés, puis après, ça va devenir moins efficace. Il y a un effet réservoir, c'est-à-dire qu'on va dire, on va prendre tous les cas, il en restera moins, donc ça va modifier l'épidémiologie. Et peut-être qu'avec l'épidémiologie actuelle, au bout de quelques temps, on n'aura plus envie de faire le dépistage parce qu'il ne sera plus, entre guillemets, rentable. Il y a une modification des pratiques. Voilà. Est-ce qu'elle est nuisible? Problématique, Rachid. C'est ça, hein? Donc, voir Rachid, je ne sais pas ce que j'ai mis, d'ailleurs, j'ai peut-être mis voir Rachid. Hein. Ah non, inquiétude à tort, tu as dû le dire, ça. On inquiète les gens à tort quelquefois. Il y a des examens inutiles quelquefois. Mais ceci, 1 plus 1 égale 2. Avant que Linda arrive, j'avais dit, je vais vous donner des opinions très simples, des lapalissades. Si vous voulez vraiment savoir des trucs sur la prévention, il faut l'interroger. Et 1 fois sur 2, vous comprendrez ce qu'elle raconte. Et donc là, elle a la preuve que moi, c'est des lapalissades. Ah oui, le normatif, ça c'est pour moi le problème éthique le plus important dans le dépistage. C'est ce que j'appelle le normatif avec les dérapages. D'ailleurs, au début, on vous dit, on vous recommande, on insiste. Si vous ne le faites pas, c'est pas normal. On vous oblige. Et puis ça devient ensuite une norme idéologique d'obligation. Quand on passe assez facilement dans la prévention, on peut passer au conseil jusqu'au normatif et jusqu'à même l'obligation et la pénalisation. Quand on m'enlève 3 points parce que je ne mets pas la ceinture de sécurité, ça m'emmerde. Et peut-être qu'on a raison de le faire, à mon avis, non. Voilà. Ah ben c'est ça, le caractère liberticide. Le caractère liberticide, c'est un problème éthique. Il y a beaucoup de gens qui s'excitent là-dessus pour dire la vaccination obligatoire, c'est liberticide, laissez-moi le choix. Le choix de quoi? Que ces enfants soient malades ou de rendre malades les gens autour? Depuis quand on a le choix quand c'est collectif? Mais voilà, le caractère liberticide, il ne faut pas non plus ne pas apporter une certaine importance. Il faut en tenir compte, évidemment. Ah, les priorités, voilà. Je me disais, est-ce que j'ai encore des trucs à leur dire? Oui, les priorités. Quand il y a un problème de santé publique et qu'on veut agir, que ce soit préventivement ou par un programme, il faut définir une priorité. Qu'est-ce que c'est qu'une priorité de santé publique? Déjà, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un problème de santé publique? Vous demanderez à Geneviève Chêne, je suis sûr qu'elle aura une meilleure réponse que moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est qu'une priorité de santé publique? Alors là, il y a le fait du prince, c'est souvent ça la priorité. C'est le fait du prince. Il y avait une ministre que je ne citerai pas, parce que j'ai oublié son nom, qui, il y a très longtemps, avait interrogé M. Schwartz, qui a inventé l'épidémio. Et moi, j'étais derrière, il était gentil avec moi, il m'a dit, venez avec moi, on va écouter cette ministre, peut-être vous la reconnaîtrez. Cette ministre avait considéré comme une priorité de santé publique de faire des essais pour démontrer l'efficacité de l'homéopathie. C'était pour elle une priorité de santé publique. Et je peux vous dire, c'était une priorité. Elle traitait ses enfants, ses parents et sa grand-mère par l'homéopathie, était persuadée. Vous êtes en train de voir à peu près à qui je fais allusion. Elle s'appelle Georgina, quelque chose. Mais bon, moi, je disais rien, j'étais derrière Schwartz, qui lui, il a dit, madame, vous êtes sûre que c'est la priorité de ce qu'il faut faire? Ah oui, c'est une priorité. Bon. Donc ça vous montre le fait du prince, d'accord? Alors quelquefois, le fait du prince, c'est bien. Lorsque Sarkozy dit le VIH, c'est une priorité, c'est bien. Je me fiche pas mal de savoir que le frère de sa femme aurait eu plus ou moins des problèmes de sida. Quand Chirac dit le cancer ou l'Alzheimer, il faisait de la prévention là-bas. Il avait tout compris de ce qui allait lui arriver. Est une priorité, il a raison. C'est souvent le fait du prince, c'est une telle la palissade qu'on est d'accord, mais quelquefois non. Quelquefois il y a une demande sociale. Je ne vais pas y revenir, mais vous avez compris qu'une demande sociale a été assez facilement manipulée.
et souvent irrationnelle. Manipulée par les médias, par les lobbies, on fait dire aux gens ce qu'on veut, y compris maintenant dans une démocratie occidentale. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'il n'y a pas Boulogne, sinon on pourrait en faire un débat. Pour se demander si les gilets jaunes sont représentatifs. C'est une question statistique, ça. Et les indicateurs, lesquels? Alors on va dire, non, non, il faut arrêter, pas de fait du prince, pas de demande sociale, pas de démagogie, prenons des indicateurs. Mais lesquels? Même nous, qui sommes soi-disant spécialistes d'indicateurs, lesquels? Qu'est-ce qu'on prend? La prévalence? L'incidence? Si je prends la prévalence, je vais m'occuper que des maladies cardiovasculaires. Si je prends l'incidence, je vais m'occuper surtout au début du sida. Mais lequel je prends, ils sont quelquefois en opposition. Et puis on s'en fout peut-être de ça. On va plutôt parler de mortalité. Oui, mais si je prends la mortalité, peut-être que j'ai intérêt plutôt à prendre la létalité, qui signe la gravité, plutôt que la mortalité, qui peut être inchangeable. Mais non, mais évidemment, Emos va nous dire, tout ça c'est des conneries d'épidémiologie descriptifs. Nous, on est vachement plus opérationnel, on fait les années potentielles de vie perdue. Emos, c'est Jérôme Wittberg qui est devant. Et qui nous dit, moi, en tant qu'économiste, ce qui m'intéresse, c'est combien d'années je vais perdre si je meurs à 10 ans, c'est pas pareil que si je meurs à 60. Et il va m'expliquer, et pourquoi pas, qu'il vaut mieux qu'il y ait 50 mecs qui meurent à mon âge que 10 qui meurent à 10 ans. Oui. Oui, c'est pas faux, mais enfin, laisse-moi vivre. Bon, enfin, je veux dire, si on met des indicateurs, on ne s'en sort plus. Mais enfin, il en faut, parce que sinon, on tombe dans le subjectif. Conclusion, c'est pas si simple. Je pense qu'on approche de la fin. Je tiens mes délais largement. Non, c'est trop long. Ah, des histoires, j'en ai plein. Mais je ne rencontrerai plus, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler. Ah, ben voilà, je pense qu'on va finir précisément là-dessus. C'est, quand vous faites de la prévention, il faut bien savoir que, et c'est ça quand on veut changer les comportements, hein, c'est qu'il y a le perçu quelque part et le réel de l'autre, et qu'il y a souvent non-coïncidence. Il y en a qui vous disent, ah oui, tout ça c'est vrai, c'est grave, mais ça n'arrive qu'aux autres. Ça c'est ce qu'a dit le Paris Saint-Germain quand on lui a dit, attention, vous avez gagné 2-0, mais vous risquez de prendre une tannée. Il a dit, non, ça c'est pas pour nous. Il y en a qui vous disent, le refus, non, ils ne vous disent pas le refus. Imaginez le lointain futur, et ça vous le savez tous, hein, quand vous ferez l'enseignement à des jeunes, ou pour vous, quand je vous dis ne fumez pas, parce que dans 40 ou 50, quand vous aurez 40, 50 ou 60 ans, vous aurez peut-être un cancer du poumon, et même vraisemblablement, vous dites quoi? Dans 40 ou 50 ans, quand j'aurai ton âge, j'aurai même plus envie de me demander si la Terre est ronde. Je m'en fous de ce qui va se passer dans 50 ans. Donc, l'aversion face au futur, c'est évident chez les jeunes. Hein. Le risque est quelquefois un stimulant, hein. Et puis il y en a d'autres qui vous disent que rien ne dépasse le dogme de la liberté. Et il y en a encore plein d'autres, je ne suis pas psychologue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle différence entre le réel, calculé par un épidémiologiste en termes de risque relatif au risque attribuable, et le perçu, que de faire quelque chose de général pour tout le monde, surtout quand on veut promouvoir un comportement adapté à une meilleure santé, ça pose des problèmes énormes. Mais là, les psychologues en savent plus que moi. Est-ce qu'on arrive à la fin? Non, il y a un coût. Est-elle rentable? D'abord, d'autres l'ont dit, je ne sais plus qui, c'est peut-être Jérôme, d'autres l'ont dit que moi, on ne se pose jamais cette question au niveau du curatif. Vous ne demandez jamais si un traitement curatif, si la chirurgie en général ou quoi, est rentable. Vous pouvez vous demander si elle est efficace, mais rentable. Hein, on se demande pourquoi ça apparaît dans la prévention. Peut-être parce que bêtement, des gens ont défendu la prévention contre le soin en montrant que ça serait sûrement rentable d'éviter d'avoir à soigner si on prévient. Tout ça, c'est des bêtises. Hein. La question de la rentabilité est complexe et elle ne se pose pas par opposition aux soins. Je l'ai déjà dit dès la première diapo. En plus, vous le savez bien, pour étudier une éventuelle efficience, parce que rentabilité n'est pas un mot que j'aime en santé, il y a un coût immédiat de la prévention, qui est non négligeable et qu'il faut accepter pour un bénéfice possible, mais qui généralement est retardé, avec des problèmes à la fois psychologiques, que vous connaissez tous. D'ailleurs, c'est très difficile pour un politique ou quoi de décider quelque chose dont le bénéfice sera celui de son successeur. Et surtout, Jérôme vous expliquerait, je vois que l'argent, ça change, il y a une inflation, des trucs comme ça qui font qu'on ne peut pas comparer facilement des trucs. Enfin, je ne sais pas quoi. Les études sont complexes, des trucs super importants. Et il y a peu de données probantes. Linda, il y a peu de données probantes. Voilà.
Aïe, 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 je vais lui donner la parole là. On rate le déjeuner là. Allez. Vous parlerez après, quand j'aurai fini, elle vous donnera la parole. Carole. Ah oui. Et alors quand les gens essaient de faire des études, et y compris celle-là, qui est très intéressante, mais c'est casse-pied. Parce que là, Cochrane en 2008 a publié un papier où il avait comparé un certain nombre d'actions de prévention. Il avait finalement démontré, en rouge encore, que les deux seules choses qui étaient réellement rentables au sens économique, c'était la vaccination des nourrissons contre la méningite et le dépistage du cancer colorectal chez les bonhommes de plus de 60 ans, entre 60 et 65. Il avait mis plein d'autres choses. Bon, alors bien sûr, ça a fait... Et là, je trouve qu'il y a un problème. Je m'adresse aux économistes, mais d'abord, il a comparé des trucs qu'il a choisis, mais pas tout ce qu'on peut faire. Ensuite, j'y connais rien, mais en lisant ce qu'il a fait, quelquefois je me posais des questions sur la crédibilité des chiffres qu'il mettait. Vous savez, les gens qui adorent faire ce genre de trucs en disant s'il n'y a pas de pollution, on va sauver 48 543 morts, et blablabla. Et je me méfie de ces études économiques, et même si Cochrane a fait beaucoup et est très respectable, ce truc-là qui va dans le sens de ce que je vous dis, c'est très difficile de monter une rentabilité, et même là, il démontre qu'il y en a plein qui ne sont pas rentables, alors qu'on a l'impression que ça devrait l'être. Moi, je m'en méfie, je ne suis pas assez compétent, mais je pense qu'il y a énormément de difficultés, de biais et de non-transposabilité d'un site ou d'un pays à un autre. Conclusion, enfin on y arrive, Carole. Conclusion, ça vous le savez tous, la prévention de toute façon, hélas, est quasiment gérée, si tant est qu'elle le soit, par le ministère de la Santé, alors que c'est lui qui est finalement le moins impliqué dans la prévention. La prévention, elle est surtout du ressort d'autres ministères, industrie, agroalimentaire, qui, par expérience, je peux vous le dire, s'en tapent complètement de la santé. Et par expérience, je peux vous le dire, la ministre de la Santé ne pèse rien face à d'autres ministres, même quand on a, et je ne fais pas de politique en ce moment, vous pouvez me croire, je ne suis pas gêné d'en faire, mais là, j'en fais pas. Même quand on a une ministre comme la chilienne, qui était juste avant Agnès Buzyn. La fille, Marisol Touraine était une femme exceptionnelle, méchante, elle m'avait maltraité d'ailleurs, donc vous voyez, pas maltraité physiquement, ouais. Exceptionnelle, mais vraiment, c'est une femme d'État comme j'ai rarement vu, rarement. Elle s'est couchée, entre guillemets, au sens figuré du terme, devant le ministère de l'Agriculture et de l'Industrie sur des problèmes qu'on avait à résoudre avec le Haut Conseil en 5 secondes. Donc les ministères de la Santé ne pèsent rien contre certains ministères, et c'est ces ministères-là qui font le plus, ou qui auraient le plus à faire dans la prévention. Parce que la prévention, elle est justement multi-ministères, et arranger des routes ou faire au lieu de nous mettre du ciment à la con, comme ils le mettent devant cette fac, laisser les herbes, et ça, c'est de la prévention, et ça, c'est pas le ministère de la Santé. C'est une priorité. Ah oui, alors aujourd'hui, c'est une priorité, tout le monde en parle. Moi, comme les vieux singes, on se méfie quand on a l'habitude, et je crains que plus on en parle, et moins on en fasse. Mais Linda va vous dire que non, on peut être optimiste, puisque de toute façon, Carole va lui donner la parole pour compléter. Et si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Mais voilà, c'est fini.